Le retour au Mistral avait quelque chose d'irréel, presque fragile, comme si la vie elle-même hésitait encore à reprendre son cours après les épreuves traversées. Barbara, Jennifer et Yolande partageaient un petit déjeuner simple, mais chargé d'émotions silencieuses, chacune tentant de retrouver une normalité qui semblait désormais leur échapper. Dans le regard de Jennifer, une tension persistante se lisait malgré ses efforts pour sourire. Elle fixait parfois le vide, comme si son esprit restait accroché à cet instant où tout avait basculé, là-haut, au bord du précipice. Le souvenir de sa chute continuait de vibrer en elle, laissant une trace invisible mais profondément ancrée. Barbara, attentive, observait chaque geste de son amie, percevant les fissures derrière son calme apparent. Yolande, elle aussi, ressentait ce lien nouveau qui les unissait, forgé dans la peur et la survie. Ce n'était plus seulement de l'amitié, mais une forme de solidarité instinctive, née d'un combat partagé contre la mort. À mesure que la conversation avançait, les mots de Jennifer se faisaient plus hésitants, comme si elle redoutait de revivre ce qu'elle racontait. Pourtant, elle finit par évoquer ce moment où elle s'était crue morte, suspendue entre deux mondes, avant de sentir cette force inexplicable la ramener vers la vie. Cette révélation laissa planer un silence chargé d'émotions, un silence où chacune comprenait que rien ne serait plus jamais comme avant. Dans ce calme trompeur, une certitude s'imposait lentement. Leur lien, désormais, ne pourrait être brisé par aucune épreuve. Pendant ce temps, à l'hôpital, une autre réalité prenait forme, plus froide, plus rationnelle, mais tout aussi lourde de conséquences. Morgan annonçait à Laura que Arthur avait été retrouvé sain et sauf, une nouvelle qui aurait dû être un soulagement absolu, mais qui s'accompagnait d'une inquiétude inattendue. Le diagnostic médical parlait d'une déshydratation sévère, signe d'une errance prolongée, mais ce n'était pas ce qui préoccupait réellement les autorités. Arthur restait sous surveillance policière, soupçonné d'avoir participé, volontairement ou non, à la cavale de Dassari, un doute qui jetait une ombre sur son innocence. Laura, malgré cette suspicion, refusait catégoriquement d'imaginer Arthur impliqué dans une telle affaire. Sa confiance semblait inébranlable, presque instinctive, comme si elle percevait en lui une vérité que les faits ne pouvaient pas encore prouver. Pourtant, cette certitude allait bientôt être mise à l'épreuve. Dans la salle d'interrogatoire, Arthur faisait face à Morgan et Stanislas, leurs regards scrutateurs cherchant à déceler la moindre faille dans ses réponses. La tension était palpable, chaque silence pesant autant que les questions posées, créant une atmosphère où la vérité semblait constamment sur le point de basculer. C'est alors que le nom de Nadia fut évoqué, déclenchant une réaction immédiate chez Arthur. Apprendre que sa sœur avait reconnu son implication dans la fuite de Dassari, sans le moindre remords, fut un choc qui fissura son assurance, révélant une culpabilité plus profonde qu'il ne voulait l'admettre. Les paroles de Morgan résonnaient avec une dureté calculée, soulignant le danger qu'Arthur aurait pu représenter pour Laura. Cette mise en garde, presque brutale, cherchait à provoquer une réaction, à faire tomber les barrières qu'il s'efforçait de maintenir, mais Arthur restait enfermé dans un conflit intérieur. À cet instant, la question de sa responsabilité ne concernait plus seulement la justice, mais aussi sa loyauté envers sa sœur. Entre la vérité et la protection familiale, Arthur semblait prisonnier d'un dilemme qui le dépassait, incapable de se positionner clairement face à ce qui lui était reproché. Quelques instants plus tard, l'atmosphère changea brusquement lorsque la décision tomba. Arthur ne serait pas mis en examen. Cette annonce, inattendue, bouleversa l'équilibre fragile de la situation, transformant un suspect potentiel en homme libre, sans pour autant effacer les doutes qui l'entouraient. Laura retrouva Arthur avec une intensité émotionnelle qui contrastait avec la froideur de l'enquête. Leur retrouvaille était chargée d'un mélange de soulagement et de tension, comme si leur amour devait désormais se reconstruire sur les ruines d'un passé encore incertain. Dans ces mots, Arthur laissait transparaître une culpabilité diffuse, évoquant Nadia comme une présence omniprésente dans son esprit. Il avait le sentiment de la trahir en acceptant sa liberté, une contradiction qui révélait à quel point son attachement familial continuait de peser sur ses choix. Face à lui, Laura incarnait une force rassurante, une stabilité dont il semblait avoir désespérément besoin. Leur baiser, à la fois passionné et fragile, marquait le début d'un nouveau chapitre, mais aussi l'acceptation implicite que leur histoire serait désormais liée à des zones d'ombre difficiles à ignorer. Pendant ce temps, au Mistral, la vie reprenait une forme plus légère, presque insouciante, comme une tentative collective d'oublier les drames récents. Luna, Aya et Chloé discutaient avec animation, laissant leurs préoccupations se tourner vers des sujets plus légers, presque dérisoires en apparence. Le souvenir d'un bal faisait sourire Chloé, évoquant ce pompier avec qui elle avait dansé, une image simple mais chargée d'une douceur nouvelle.
Pourtant, lorsque le nom de Baptiste fut mentionné, une gêne subtile s'installa, révélant des émotions encore mal définies. Aya, toujours pleine d'enthousiasme, proposa alors une idée qui transforma l'ambiance, créer un calendrier des hommes les plus séduisants du quartier. Cette suggestion déclencha des réactions amusées, ouvrant la voie à une dynamique plus ludique, presque libératrice. Ce projet, à la fois léger et révélateur, montrait que malgré les tensions et les drames, le Mistral restait un lieu de vie où les liens humains continuaient de se construire, oscillant entre rire, confidence et désirs encore inavoués. Dans un coin du bar, Thomas feuilletait un calendrier de pompiers, son regard curieux trahissant une réflexion en cours. Surpris par Jawad, il tenta de justifier son intérêt, mais derrière cette situation anodine se cachait déjà une idée plus ambitieuse, prête à transformer l'été du Mistral. C'est ainsi qu'une intuition prit forme dans son esprit, une idée capable de rassembler, de divertir, mais aussi de révéler une autre facette des habitants du quartier. Sans encore en dévoiler tous les contours, Thomas pressentait que ce projet allait marquer un tournant inattendu. Dans ce contraste entre drame récent et légèreté retrouvée, une évidence s'imposait peu à peu. Chaque personnage avançait à sa manière, entre reconstruction et incertitude, porté par des émotions contradictoires qui continuaient de façonner leur destin. Dans l'appartement d'Ariane, le silence avait une densité inhabituelle, presque oppressante, comme si chaque mur retenait un souffle inquiet. Depuis la naissance de son fils, le temps semblait s'étirer, se fragmenter en une succession de moments où la fatigue et l'angoisse se mêlaient sans jamais vraiment se dissiper. Lorsque Patrick arriva, il retrouva Ariane dans un état qu'il peinait à définir. Elle tentait de paraître calme, mais son regard trahissait une agitation intérieure constante, comme si quelque chose en elle refusait de se poser. Elle lui confia alors ce manque étrange, cette absence d'adrénaline qui la faisait se sentir inutile, presque étrangère à elle-même. Ces mots n'étaient pas seulement une plainte, mais le reflet d'un déséquilibre profond, une perte de repère qui la fragilisait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle lui demanda de rester, de prolonger ce moment, comme si sa présence était la seule chose capable de maintenir une forme d'équilibre dans son univers devenu instable. Patrick, malgré son inquiétude, fut contraint de partir pour ses obligations médicales. En quittant l'appartement, il sentit un malaise persistant s'installer en lui, une intuition difficile à formuler mais impossible à ignorer. Le souvenir du bébé en pleurs et du visage crispé d'Ariane continuait de le hanter. Quelques heures plus tard, au cabinet médical, il retrouva Babette, cherchant instinctivement à partager ce poids qui l'oppressait. Ses mots, mesurés mais chargés de tension, traduisaient une inquiétude sincère. Il décrivit cette scène, ce moment où Ariane semblait débordée, presque submergée par une émotion qu'elle ne contrôlait plus. Babette, en l'écoutant, tenta d'apporter une analyse plus nuancée. Pour elle, Ariane avait surtout besoin de repos, d'un espace pour se reconstruire après l'accouchement. Mais derrière cette interprétation se glissait une prudence, une conscience que certaines fragilités pouvaient rapidement évoluer vers des situations plus graves. Patrick, lui, ne parvenait pas à se rassurer. Il connaissait Ariane, sa force, son tempérament, et percevait dans ce changement quelque chose d'anormal, presque alarmant. Il insista alors pour que Babette lui rende visite, convaincu que seule une observation directe pourrait révéler l'ampleur réelle du problème. Dans l'après-midi, Babette se rendit chez Ariane, consciente de pénétrer dans un espace fragile où chaque mot devait être choisi avec précaution. Dès son arrivée, Ariane comprit la raison de cette visite, devinant l'intervention de Patrick avec une lucidité teintée d'agacement. Malgré cela, elle tenta de minimiser la situation, affirmant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Pourtant, ses paroles trahissaient une réalité plus sombre, un sentiment de perte de contrôle qui s'imposait à elle avec une intensité croissante. Elle évoqua cette impression troublante de ne plus être elle-même, de fonctionner presque instinctivement, comme un être guidé uniquement par la survie. Cette confession, loin d'être anodine, révélait une fracture intérieure profonde. Ariane ne se reconnaissait plus dans ses propres réactions, comme si son identité s'était dissoute dans son rôle de mère. Cette sensation d'être dominée par une force extérieure la plongeait dans une angoisse difficile à contenir. À mesure qu'elle parlait, ses émotions prirent le dessus. Les mots devinrent plus pressants, plus désordonnés, traduisant une détresse qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Elle décrivit cette sensation physique d'oppression, cette pointe invisible qui semblait lui couper le souffle, l'empêchant de respirer pleinement. Les larmes finirent par couler, brisant la barrière qu'elle avait tenté de maintenir. Ce moment de vulnérabilité marqua un tournant, révélant à quel point la situation était devenue critique. Babette comprit alors que ce qu'elle avait d'abord interprété comme une simple fatigue pouvait cacher un trouble bien plus sérieux. Sans hésiter, elle tenta de rassurer Ariane,
lui rappelant qu'elle n'était pas seule et qu'elle devait accepter d'être accompagnée. Elle l'a pris dans ses bras, un geste simple mais essentiel, destiné à lui offrir un point d'ancrage dans cette tempête émotionnelle. Pendant ce temps, au Mistral, l'atmosphère contrastait fortement avec cette tension. Thomas, porté par son intuition, commençait à donner forme à son idée, transformant une simple observation en véritable projet. L'idée du calendrier avait déjà suscité des réactions, mais il voyait plus loin, imaginant quelque chose de plus structuré. Avec l'aide de Jawad et Aya, il posa les bases d'un concept inédit, un concours destiné à élire le Mister Mistral. Mais contrairement aux apparences, il ne s'agissait pas seulement de valoriser l'esthétique. Thomas voulait introduire une dimension intellectuelle, une forme de remise en question des critères traditionnels de beauté. Cette approche, à la fois audacieuse et réfléchie, donna lieu à des discussions animées. Aya proposa même une orientation plus engagée, évoquant la nécessité de trouver un candidat déconstruit, capable de représenter une vision moderne et nuancée de la masculinité. Ce projet, en apparence léger, révélait en réalité une volonté de créer du lien, de redonner de l'énergie à un lieu marqué par les épreuves récentes. Le Mistral devenait ainsi un espace où l'humour et la créativité servaient de refuge face aux tensions extérieures. Jawad, cependant, restait sceptique, percevant les limites d'une telle initiative. Il craignait que l'idée ne dérape ou ne suscite des réactions inattendues. Mais Thomas, fidèle à son enthousiasme, refusait de renoncer, convaincu que ce concours pouvait apporter une dynamique nouvelle. Peu à peu, les contours du projet se précisaient. Des entretiens individuels furent envisagés pour sélectionner les candidats, introduisant une dimension presque sérieuse dans ce qui semblait au départ être une simple animation estivale. Cette structure donnait au concours une crédibilité inattendue. Dans ce contraste entre la détresse d'Ariane et l'effervescence du Mistral, une tension subtile se dessinait. D'un côté, une femme en perte de repères, confrontée à ses propres limites. De l'autre, un groupe cherchant à recréer de la légèreté dans un monde encore marqué par les drames. Ces deux réalités, bien que distinctes, semblaient évoluer en parallèle, chacune portant en elle une forme de transformation. Tandis qu'Ariane s'enfonçait dans une introspection douloureuse, le Mistral tentait de se réinventer, offrant à ses habitants un souffle nouveau, fragile mais nécessaire. Dans les couloirs encore agités de l'hôpital, Laura avançait avec une détermination nouvelle, comme si chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle refusait de laisser s'effondrer. Retrouver Arthur n'était pas seulement un soulagement, c'était aussi une confrontation silencieuse avec les doutes qui continuaient de peser sur lui. Lorsqu'elle entra dans la chambre, le regard qu'ils échangèrent fut chargé d'une intensité rare, mêlant reconnaissance, fatigue et une forme de pudeur face à tout ce qui n'avait pas encore été dit. Arthur semblait changé, marqué par l'épreuve, comme si quelque chose en lui avait définitivement basculé. Il tenta d'expliquer, cherchant les mots justes pour traduire ce qu'il avait vécu, mais ses phrases restaient incomplètes, comme si son esprit refusait encore de se replonger pleinement dans ses souvenirs. La présence de Laura, pourtant, lui offrait un ancrage, une stabilité fragile mais essentielle. Très vite, la conversation glissa vers Nadia, dont l'ombre planait désormais sur chaque pensée d'Arthur. Il évoqua cette culpabilité qui le rongeait, ce sentiment de trahison qui l'envahissait à l'idée de retrouver la liberté alors que sa sœur restait enfermée dans ses choix et leurs conséquences. Cette contradiction intérieure le plaçait dans une position inconfortable, tiraillé entre son besoin d'avancer et son attachement familial. Laura, en l'écoutant, comprenait que la situation dépassait largement une simple affaire judiciaire, il s'agissait d'un conflit intime, presque identitaire. Elle tenta de le rassurer, affirmant sa confiance avec une conviction qui ne laissait place à aucun doute. Pour elle, Arthur n'était pas coupable, et cette certitude devenait un pilier sur lequel leur relation pouvait se reconstruire. Pourtant, elle ne pouvait ignorer les zones d'ombre qui subsistaient. Leur rapprochement, à la fois spontané et chargé de tension, traduisait ce besoin de se retrouver au-delà des mots. Leur baiser n'était pas seulement un geste d'amour, mais aussi une tentative de refermer une fracture, de recréer un espace où la peur et la suspicion n'auraient plus leur place. Cependant, derrière cette apparente réconciliation, une question persistait, silencieuse mais omniprésente. Arthur était-il réellement étranger à tout ce qui s'était passé ? Cette incertitude, même diffuse, risquait de fragiliser leur équilibre naissant. Pendant ce temps, au Mistral, l'ambiance restait animée, mais une attention particulière continuait d'être portée à Jennifer. Barbara et Yolande, conscientes de sa fragilité, tentaient de maintenir une atmosphère rassurante, tout en évitant de raviver des souvenirs trop douloureux. Jennifer, de son côté, oscillait entre moments de lucidité et instants de trouble.
Parfois, elle semblait pleinement présente, capable de sourire et de participer aux conversations. D'autres fois, son regard se perdait, comme happé par une mémoire qui refusait de la laisser en paix. Ce contraste révélait une blessure encore ouverte, une trace psychologique que ni le temps ni les paroles ne suffisaient à apaiser. Le souvenir de la chute, de cette sensation de vide absolu, revenait par vagues, perturbant son équilibre et la ramenant sans cesse à cette frontière entre vie et mort. Barbara, attentive, comprenait que ce traumatisme ne disparaîtrait pas simplement avec le retour à la routine. Elle percevait dans chaque silence de Jennifer une lutte intérieure, un effort constant pour ne pas sombrer dans la peur ou le découragement. Yolande, quant à elle, adoptait une approche plus instinctive, cherchant à maintenir une proximité physique et émotionnelle. Pour elle, la présence et la chaleur humaine restaient les meilleurs remparts contre l'angoisse, une manière de rappeler à Jennifer qu'elle n'était plus seule. Dans cette dynamique, le trio semblait évoluer comme une entité soudée, chacun trouvant sa place dans ce nouvel équilibre. Leur relation, renforcée par l'épreuve, prenait une dimension presque indéfectible, capable de résister aux tensions qui les entouraient. Au même moment, Thomas poursuivait l'organisation du Mr Mistral avec une énergie communicative. Son enthousiasme contrastait avec la gravité des événements récents, mais c'était précisément ce décalage qui donnait à son projet toute sa valeur. Il affinait les critères de sélection, cherchant à dépasser les apparences pour valoriser des qualités plus profondes. L'idée d'intégrer des entretiens individuels ajoutait une dimension inattendue, transformant ce concours en véritable expérience humaine. Aya, impliquée dans le projet, apportait une vision moderne et engagée, insistant sur l'importance de déconstruire certains stéréotypes. Cette réflexion, loin d'être anodine, donnait au concours une portée plus large, dépassant le simple cadre du divertissement. Jawad, toujours prudent, continuait d'exprimer ses réserves, mais il ne pouvait nier l'impact positif de cette initiative sur l'ambiance du Mistral. Peu à peu, même lui se laissait entraîner dans cette dynamique collective, malgré ses doutes initiaux. Ainsi, entre les tensions de l'enquête, les fragilités individuelles et les tentatives de renouveau, le quartier du Mistral semblait évoluer dans un équilibre instable. Chaque personnage avançait à sa manière, confronté à ses propres contradictions, mais porté par une volonté commune de continuer malgré tout. Dans ce contexte, les trajectoires d'Arthur, Jennifer et Ariane apparaissaient comme autant de lignes de fracture, révélant les conséquences profondes des événements récents. Et derrière chaque geste, chaque parole, se dessinait une même question. Jusqu'où ces épreuves allaient-elles transformer leur vie? Dans l'appartement d'Ariane, le temps semblait désormais suspendu à ses propres battements irréguliers. Après le départ de Babette, le silence revint s'installer, mais il n'avait plus la même nature. Il était plus lourd, plus dense, comme si les mots prononcés quelques instants plus tôt avaient fissuré quelque chose d'irréversible en elle. Ariane resta immobile un long moment, le regard fixé sur son fils, partagé entre un amour instinctif et une peur qu'elle ne parvenait plus à contenir. Cette sensation d'être submergée, qu'elle avait tenté de minimiser, revenait avec une intensité accrue, envahissant chaque pensée, chaque respiration. Elle tenta de reprendre le contrôle, de se convaincre que tout cela n'était qu'un passage, une fatigue passagère liée à son nouveau rôle. Pourtant, au fond d'elle, une autre vérité s'imposait, plus sombre, plus inquiétante, elle ne reconnaissait plus ses propres limites. Au commissariat, Patrick ne parvenait pas à se concentrer sur son travail. L'image d'Ariane, fragile et en détresse, continuait de s'imposer à lui avec une force troublante. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude, mais une certitude instinctive que la situation pouvait basculer à tout moment. Il repensa aux mots de Babette, à son analyse mesurée, et sentit un doute s'installer. Et si cette fatigue apparente cachait en réalité quelque chose de plus profond, de plus dangereux? Cette idée, qu'il tentait de repousser, revenait sans cesse, comme une alarme qu'il ne pouvait ignorer. Dans un élan presque irréfléchi, il décida de reprendre contact avec Babette, cherchant à comprendre ce qu'elle avait réellement perçu lors de sa visite. Leur échange fut bref, mais suffisant pour confirmer une inquiétude commune. Ariane ne devait pas rester seule. De son côté, Babette, malgré son apparente sérénité, ressentait elle aussi une tension persistante. Ce qu'elle avait vu dans le regard d'Ariane ne relevait pas simplement de la fatigue, mais d'un déséquilibre émotionnel qui pouvait rapidement évoluer vers une situation critique. Elle se remémora les mots d'Ariane, cette impression d'oppression, ce souffle coupé, cette perte de contrôle. Tous ces éléments dessinaient un tableau inquiétant, celui d'une femme en train de perdre pied face à une réalité qu'elle ne maîtrisait plus. Pendant ce temps,
Ariane tentait de se raccrocher à des gestes simples, presque mécaniques. Elle berçait son enfant, répétant des mouvements rassurants, comme pour se convaincre qu'elle pouvait encore être cette mère stable qu'elle voulait être. Mais derrière cette façade, une agitation intérieure persistait. Chaque pleur du bébé semblait résonner plus fort qu'avant, amplifiant son sentiment d'impuissance. Ce qui aurait dû être un appel naturel devenait une source de stress, une pression constante qui fragilisait encore davantage son équilibre déjà précaire. Peu à peu, la fatigue se transforma en une forme de confusion, où les pensées se mélangeaient, se contredisaient, rendant toute tentative de rationalisation difficile. Ariane avait l'impression de se perdre dans ses propres émotions, incapable de distinguer ce qui relevait de la réalité ou de sa perception altérée. Dans cet état de tension extrême, une question silencieuse commençait à émerger. Était-elle encore capable de gérer seule cette situation? Cette interrogation, qu'elle refusait de formuler clairement, s'imposait pourtant avec une insistance croissante. Au même moment, au Mistral, l'organisation du Mr Mistral avançait rapidement, créant une dynamique presque euphorique. Thomas, porté par son enthousiasme, semblait ignorer les tensions qui traversaient le quartier, concentré sur la réussite de son projet. Les premières idées de candidats circulaient déjà, alimentant des discussions animées et des échanges parfois inattendus. Cette effervescence apportait une légèreté bienvenue, comme une tentative collective de détourner l'attention des événements plus sombres. Aya, particulièrement investie, affinait les critères de sélection avec une précision presque militante. Elle insistait sur la nécessité de valoriser des profils capables de représenter une masculinité plus consciente, plus réfléchie, en rupture avec certains clichés. Jawad, malgré ses réserves initiales, commençait à reconnaître l'intérêt de cette initiative. Il percevait l'impact positif qu'elle avait sur l'ambiance du Mistral, permettant aux habitants de se retrouver autour d'un projet commun, loin des tensions habituelles. Cependant, ce contraste entre légèreté et gravité ne faisait que renforcer l'impression d'un équilibre fragile. Tandis que certains cherchaient à se reconstruire dans le rire et la créativité, d'autres, comme Ariane, luttaient contre des forces invisibles, bien plus difficiles à apprivoiser. De retour chez elle, Ariane sentit une nouvelle vague d'angoisse monter, plus intense, plus incontrôlable. Elle tenta de respirer profondément, de retrouver un semblant de calme, mais cette sensation d'oppression revenait, s'imposant comme une présence envahissante. Son regard se posa sur son enfant, et un mélange d'amour et de peur la traversa brutalement. Cette dualité, qu'elle ne comprenait pas, la déstabilisait profondément, la confrontant à une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. Dans cet instant suspendu, elle comprit que quelque chose devait changer, même si elle ne savait pas encore quoi ni comment. Ce n'était plus seulement une question de fatigue, mais un appel urgent à l'aide qu'elle ne pouvait plus ignorer. Au commissariat, Patrick, incapable de se défaire de son inquiétude, prit une décision silencieuse mais déterminante. Il ne laisserait pas Ariane affronter cette situation seule. Cette résolution, encore informelle, marquait le début d'une implication plus directe, plus nécessaire que jamais. Ainsi, tandis que le Mistral s'animait d'un souffle nouveau, une autre réalité, plus sombre, se dessinait en parallèle. Celle d'une femme en lutte contre elle-même, au bord d'un basculement dont les conséquences pourraient s'avérer irréversibles. La fin de journée s'installait lentement, apportant avec elle une fatigue diffuse qui semblait peser sur chaque habitant du Mistral. Pourtant, derrière cette apparente accalmie, certaines tensions continuaient de s'intensifier, atteignant des points de rupture que personne ne pouvait encore pleinement mesurer. Chez Ariane, l'atmosphère devenait de plus en plus étouffante, comme si l'air lui-même se raréfiait à mesure que ses pensées s'emballaient. Chaque sensation était amplifiée, chaque bruit devenait une source d'irritation ou d'angoisse, rendant le moindre instant difficile à supporter. Elle tenta de se concentrer sur son fils, cherchant dans ce lien une forme d'apaisement. Mais au lieu de la calmer, cette proximité renforçait son trouble, accentuant cette impression troublante d'être dépassée par un rôle qu'elle ne maîtrisait plus. Cette contradiction la plongeait dans une détresse silencieuse. Le sentiment d'oppression revenait avec une intensité nouvelle, envahissant sa poitrine, coupant son souffle comme une force invisible. Elle se leva brusquement, cherchant de l'air, un espace où elle pourrait retrouver un semblant de contrôle, mais cette sensation persistait, implacable. Dans ce moment de déséquilibre, Ariane comprit qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qui lui arrivait. Ce n'était plus une simple fatigue, ni un passage difficile, mais un état qui risquait de l'entraîner plus loin encore si rien n'était fait. Cette prise de conscience, aussi brutale que nécessaire, marquait un tournant. Au même instant, Patrick, toujours hanté par son inquiétude, décida d'agir sans attendre.
Il ne pouvait plus se contenter d'observer à distance, ni espérer que la situation s'améliore d'elle-même. Une urgence s'imposait à lui, une responsabilité qu'il ne pouvait plus repousser. Il tenta de joindre Ariane, mais l'absence de réponse ne fit qu'accentuer son angoisse. Chaque seconde qui passait renforçait l'impression qu'il était déjà trop tard pour intervenir avec légèreté. Cette inquiétude, presque viscérale, le poussa à envisager le pire. Babette, de son côté, ressentait la même tension, comme si les événements prenaient une direction qu'elle redoutait. Son expérience médicale lui dictait la prudence, mais son instinct lui soufflait qu'une intervention rapide était désormais indispensable. Pendant ce temps, au Mistral, l'ambiance atteignait un pic d'énergie inattendu. Le projet du Mr Mistral suscitait un enthousiasme grandissant, attirant l'attention de plus en plus d'habitués. Les discussions se multipliaient, chacun proposant des noms, des idées, alimentant une dynamique collective. Thomas, au centre de cette effervescence, voyait son initiative prendre une ampleur qu'il n'avait pas totalement anticipée. Ce qui n'était au départ qu'une simple idée devenait un véritable événement, capable de mobiliser tout un quartier autour d'un objectif commun. Aya, fidèle à sa vision, continuait de défendre une approche plus engagée, veillant à ce que le concours ne se limite pas à des critères superficiels. Cette exigence donnait au projet une profondeur inattendue, transformant un simple divertissement en réflexion collective. Jawad, malgré son scepticisme initial, ne pouvait nier l'impact positif de cette dynamique. Il observait les réactions, les échanges, et comprenait que ce projet, au-delà de son aspect ludique, offrait une respiration nécessaire après les tensions récentes. Mais ce contraste entre légèreté et gravité devenait de plus en plus frappant. Tandis que le Mistral vibrait d'une énergie nouvelle, Ariane, isolée dans son appartement, luttait contre une montée d'angoisse qu'elle ne parvenait plus à contenir. Son regard se posa une nouvelle fois sur son enfant, et une vague d'émotions contradictoires la submergea. L'amour était toujours là, intact, mais il était désormais accompagné d'une peur diffuse, difficile à expliquer, qui la déstabilisait profondément. Dans cet instant critique, elle sentit ses forces vaciller, comme si son corps et son esprit ne répondaient plus de manière cohérente. Cette sensation de perte de contrôle atteignait un point culminant, rendant chaque décision incertaine, chaque geste hésitant. Au commissariat, Patrick prit finalement une décision irréversible, il se rendrait chez Ariane sans attendre. Ce choix, dicté par l'urgence, traduisait une prise de conscience claire. Il ne s'agissait plus d'une simple inquiétude, mais d'une situation qui nécessitait une intervention immédiate. Babette, informée de cette décision, comprit que le moment était venu d'agir de manière concrète. Elle se prépara à intervenir, consciente que la frontière entre accompagnement et urgence médicale pouvait être franchie à tout moment. Ainsi, les différentes trajectoires semblaient converger vers un même point de tension. D'un côté, une communauté cherchant à se reconstruire dans la légèreté. De l'autre, une femme en train de perdre pied, au bord d'un basculement dont personne ne pouvait encore anticiper les conséquences. Dans ce fragile équilibre, une question demeurait suspendue. L'intervention de Patrick et Babette arriverait-elle à temps pour empêcher l'irréversible? Lorsque Patrick arriva enfin devant l'appartement d'Ariane, une tension palpable semblait s'être figée dans l'air, comme si chaque seconde de retard avait alourdi la situation. Il frappa, d'abord avec retenue, puis avec une insistance grandissante, incapable de contenir l'inquiétude qui le poussait à agir. À l'intérieur, Ariane restait immobile, figée dans un état de confusion où le temps n'avait plus de repère. Le son des coups à la porte lui parvenait comme étouffé, lointain, presque irréel. Elle tenta de rassembler ses pensées, mais celles-ci semblaient se disperser dès qu'elle cherchait à les saisir. Finalement, elle ouvrit, laissant apparaître un visage marqué par la fatigue et l'angoisse. Le regard de Patrick se posa immédiatement sur elle, et ce qu'il y vit confirma ses craintes les plus profondes. Il n'y avait plus de doute possible, Ariane était en détresse. Sans attendre, il entra, cherchant à instaurer un climat de calme malgré la tension. Ses gestes étaient mesurés, sa voix douce, comme s'il craignait qu'un mot de trop ne fasse basculer la situation. Ariane, quant à elle, oscillait entre soulagement et honte, consciente de ne plus pouvoir cacher son état. Quelques instants plus tard, Babette les rejoignit, apportant avec elle une présence rassurante, mais aussi une lucidité nécessaire. Elle observa Ariane avec attention, analysant chaque signe, chaque réaction, afin de comprendre l'ampleur de ce qui se jouait. Très vite, la conclusion s'imposa, Ariane ne pouvait plus rester seule. Ce constat, aussi simple qu'essentiel, marquait le passage d'une inquiétude diffuse à une prise en charge concrète. Il ne s'agissait plus seulement de soutenir, mais d'agir pour éviter une aggravation.
Face à eux, Ariane laissa enfin tomber les dernières barrières. Les mots qu'elle avait retenus jusque-là se libérèrent, traduisant une peur profonde, une sensation de perte de contrôle qu'elle ne parvenait plus à maîtriser. Ce moment de vérité, douloureux mais nécessaire, ouvrait la voie à une possible reconstruction. Patrick, profondément touché, comprit que son rôle dépassait celui d'un simple ami ou collègue. Il devenait un point d'appui, une présence constante dans un moment où Ariane en avait plus que jamais besoin. Cette responsabilité, il l'accepta sans hésitation. Babette, de son côté, adopta une approche plus structurée, cherchant à instaurer un cadre sécurisant. Elle proposa des solutions concrètes, insistant sur la nécessité d'un accompagnement adapté, tout en veillant à ne pas brusquer Ariane dans ce moment de fragilité extrême. Dans cet espace chargé d'émotions, une forme d'équilibre commença lentement à se reconstruire. Rien n'était réglé, rien n'était simple, mais une chose était certaine, Ariane n'était plus seule face à ce qu'elle traversait. Pendant ce temps, au Mistral, la dynamique du Mister Mistral atteignait son apogée. Les inscriptions affluaient, les discussions s'intensifiaient, et l'enthousiasme collectif transformait le lieu en un véritable espace de fête et de partage. Thomas, au cœur de cette agitation, observait avec satisfaction l'évolution de son projet. Ce concours, qu'il avait imaginé presque instinctivement, devenait un symbole de renouveau, une manière de redonner vie à un quartier marqué par les épreuves. Aya continuait d'affiner les détails, veillant à préserver l'esprit initial du projet, tandis que Jawad, désormais pleinement impliqué, participait activement à l'organisation. Ce travail collectif renforçait les liens entre les habitants, créant une énergie nouvelle. Pourtant, derrière cette légèreté apparente, chacun portait encore les traces des événements récents. Jennifer, notamment, oscillait toujours entre moments de calme et souvenirs envahissants, mais la présence de Barbara et Yolande lui offrait un soutien précieux. Au fil des heures, une évidence s'imposait, malgré les blessures, malgré les doutes, la vie continuait d'avancer, portée par des liens humains capables de résister aux épreuves. Cette résilience, fragile mais réelle, devenait le fil conducteur de chacun. Alors que la nuit tombait à nouveau sur le Mistral, les différentes trajectoires semblaient trouver un point d'équilibre temporaire. Ariane, entourée et soutenue, amorçait un début de prise en charge. Arthur et Laura tentaient de reconstruire leur relation. Et le quartier, dans son ensemble, cherchait à retrouver une forme de normalité. Mais derrière cette accalmie, une question persistait, silencieuse mais essentielle. Ces équilibres tiendraient-ils face aux épreuves à venir, ou n'étaient-ils qu'une parenthèse avant de nouveaux bouleversements ?